Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis John. Je travaille à FHI 360. Nous allons commencer notre webinaire dans quelques minutes. Les participants se connectent et je voudrais vous prier d'être un tout petit peu patient pour que nous commencions dans quelques minutes. Et lorsque vous êtes dans la salle, veuillez vous renommer en indiquant votre prénom, le nom de votre organisation et le pays que vous représentez. Merci. Sans transition aucune, nous allons commencer la réunion. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et tout va dépendre donc de votre créneau horaire. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette deuxième réunion sur la compréhension sur le nexus ou le groupe genre, climat et nutrition qui est organisé par le Centre CSN et FHI 360 et facilité par le gouvernement de l'île. Alors, le titre de la réunion aujourd'hui, c'est de passer des cas théoriques à l'action en appliquant concrètement le lien genre, nutrition, climat et nutrition. Je suis Noubja et je travaille à FHI 360 basé au Bangkok. Merci de nous rejoindre et de continuer ce parcours avec nous. Il est encourageant donc de voir que beaucoup de personnes à travers différentes régions sont connectées pour participer à cette réunion, la deuxième de ce genre. D'aller plus loin, je voudrais vous donner quelques directives concernant la technologie, la technique. L'interprétation est bien sûr disponible dans trois langues, l'anglais, le français et l'espagnol. Pour ceux qui entendent la voix de l'interprète, j'imagine, je suppose que vous êtes dans la cabine francophone. Et si vous vous êtes trompé, veuillez simplement cliquer le globe au bas de votre écran pour choisir la langue que vous souhaiteriez écouter, l'espagnol ou l'anglais. Et lorsque vous avez cliqué sur la langue que vous voulez écouter, vous pourrez simplement désactiver l'audio original euh, pour une audition optimale. Nous allons enregistrer ce webinaire pour le partager donc avec ceux qui ne sont pas avec nous. Il y a quelques semaines, environ 4 ans en arrière, nous avons eu notre première réunion sur la compréhension du nexus climat, genre et nutrition. Et il s'agissait de comprendre pourquoi il fallait comprendre ces trois composantes ensemble en utilisant des, des cadres, des cadres que nous utilisons dans nos différents concepts pour comprendre l'intersection entre le climat, le genre et la nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler de, des mêmes thématiques en profondeur, mais nous allons mettre l'accent plus sur l'application des idées qui sont le genre, le climat et la nutrition, en voyant comment cela peut être appliqué dans différents contextes. L'objectif de ce séminaire, c'est de donc euh, appliquer de façon concrète le lien entre le genre, le climat et la nutrition en mettant en place des approches résilientes en matière de nutrition. Au cours de ce webinaire, vous allez entendre les expériences et les idées des représentants de pays et d'organisations euh, qui ont l'expertise dans ce domaine. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de poser des questions. En termes de contexte, je vais inviter Mr. Yerk, qui est le directeur de programme pour, pour le GIZ. Mr. Church, vous avez la parole. Il va donner donc les propos liminaires. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonsoir. Merci.
de me donner l'opportunité de commencer ce webinaire. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vous salue tous et toutes et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir ce webinaire en- au nom de l'agence de développement Aman GIZ. Et je suis basé à Bruxelles et en charge de programmes de développement de nutrition. Aujourd'hui, il s'agit de d'un webinaire qui parle du Nexus climat, genre, nutrition, auquel vous avez déjà participé il y a quelques semaines. Et nous avons vu comment il est important que nous devons parler de ces trois entités, thématiques ensemble. Donc, comment appliquer concrètement ce Nexus, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et Et vous savez que au niveau des Nations Unies, des mesures ont été prises pour financer la nutrition. Mais de façon pratique, il faudrait que ces engagements soient prat- appliqués de façon concrète. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez l'opportunité de mettre en place des approches euh, axées sur le genre et résilience en matière de nourriture pour favoriser l'accès à la nourriture. Ce sera ce sera un parcours d'apprentissage séquentiel et qui sera basé sur les apprentissages au niveau pays. Le niveau, le financement, le financement de cette initiative a deux objectifs. Premièrement, soutenir la société civile à exiger la transparence des gouvernements, ce qui est un challenge. Et le deuxième objectif, c'est d'avoir, euh, c'est de mettre en place une nouvelle version du programme SAM. Donc, il faudra travailler sur des solutions intégrées et à partir de là, passer des politiques à, aux résultats concrets. Et je peux dire que ce webinaire est le premier pas. Je voudrais remercier ici nos collègues de FHI 360 pour l'organisation parfaite. Et au nom de GIZ, je voudrais vous remercier et vous assurer que nous allons vous soutenir dans ce parcours. Merci pour ce webinaire et je vous souhaite de bonnes délibérations et discussions. Merci, M. Dieu, pour vos propos liminaires et de planter le décor pour ces discussions. Nous allons passer maintenant aux présentations thématiques. Chaque, chaque groupe, chaque représentant aura 10 minutes pour sa présentation. Aujourd'hui, la première présentatrice, oratrice sera euh, Toko Tako, spécialiste principale en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle va nous parler de la nutrition en action, leçons tirées des systèmes alimentaires transformateurs et résilients face au changement climatique en Asie et dans le Pacifique, pardon, et de leur plaidoyer pour l'égalité des sexes. Merci, John. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de cette opportunité que vous me donnez. Je voudrais particulièrement remercier le GIZ, euh, le Programme mondial d'apprentissage et bien sûr FHI 360 pour cet espace qui m'est donné. Et au-delà de moi, à toute la société civile en matière de nutrition, pour que nous nous rassemblions pour parler des questions brûlantes. C'est un plaisir de rencontrer chacun de vos collègues que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu voir ce mois, le mois dernier. Et c'est un plaisir, bien sûr, de continuer la conversation que j'ai commencée avec ces collègues en, en- dans mon pays. Comme John l'a dit, je suis Toko Tako, spécialiste principal en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je vais parler donc du secteur agricole dans mon pays.
Prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Parlons tout d'abord des réalités sur le terrain, en dehors des statistiques. Plus de 480 millions de personnes en Asie, au Pacifique, font face à la malnutrition, au problème de nutrition. Nos pays sont face à, au, au problème de carence en nutriments. Et pendant, il y a l'insécurité alimentaire qui frappe euh, 418 millions de personnes, ce qui représente 40% de la population. Les, nous avons remarqué que les températures dans notre zone augmentent de 1,1 degré Celsius. Nous assistons à la dégradation de la biodiversité. Alors, cela a un impact, bien sûr, sur la nutrition. Et nous voyons là que les systèmes alimentaires se trouvent à la croisée des chemins entre la biodiversité, la nutrition et le changement climatique. C'est pourquoi il faut mettre en place des cadres, notamment la reddition des comptes ou la transparence. Il faut un changement. Il faut un changement des systèmes alimentaires face à cette situation. Alors, il faut agir dans le domaine du changement climatique face à la perte de la nourriture ou le gaspillage de la nourriture. Euh, il faut aussi agir face aux lacunes dans la chaîne de marché et d'approvisionnement et aussi au coût élevé de l'alimentation équilibrée. Qu'est-ce qui manque ici? C'est que nous ne voyons pas de résultats explicites. Nous ne voyons pas, nous n'assistons à aucune conformité budgétaire et il n'y a pas euh, d'appropriation par les différents secteurs dans la chaîne des valeurs. Prochaine diapo. Avec l'initiative de la Banque asiatique de développement, il y a eu des changements. Nous voyons désormais que la nutrition est intégrée au programme de développement. Ce n'est plus un résultat parallèle. Ce n'est plus, on ne voit pas cela comme un avantage parallèle. Deuxièmement, nous voyons qu'il y a eu un engagement pour faire de la nourriture un pilier de croissance. Et troisièmement, nous avons pu assister à une appropriation de notions des initiatives en matière de nutrition dans presque tous les départements. Et grâce à cette initiative de la Banque asiatique de développement, nous assistons à une volonté poussée de voir la transparence. Alors, ces mouvements, ces mouvements et ces résultats, je dirais, sont le résultat d'un investissement de plus de 40 milliards de dollars de la Banque asiatique de développement. Et d'ici 2030, nous pourrons assister à une augmentation de la nutrition de 25%. De façon pratique, la nutrition a été intégrée à travers quatre euh, initiatives. Les personnes, le comportement. Il s'agit ici de favoriser le changement de comportement et de mettre en place des plateformes communautaires. Deuxième point, les marchés et les PME, c'est-à-dire les valeurs, les chaînes de valeur dans ce domaine, tout en favorisant les achats au niveau local. Troisième point, c'est les données et le numérique. Faire en sorte qu'il y ait euh, une baisse des prix de produits alimentaires. Quatrièmement, c'est le changement, c'est le climat et la nature, en mettant l'accent, bien sûr, sur le capital humain et la résilience.
Alors, il y a un lien étroit entre ces quatre composantes. Le premier projet, c'est c'est le projet qui a été initié dans la République démocratique populaire Lao. C'est, C'était l'initiative des infrastructures durables rurales et la gestion des coûts d'eau. Et le point d'entrée ici, c'était euh, l'agriculture communautaire et l'autonomisation des femmes. Et le mécanisme qui a été utilisé, c'était les, des associations, des clubs villageois pour l'agriculture et également les- la nutrition et les ressources naturelles dans la région. Et nous avons pu assister à la diversification de produits alimentaires. Le deuxième projet a eu lieu en Indonésie et c'était euh, le projet de la Banque asiatique de développement dans le domaine de l'horticulture. Et le point d'entrée ici, c'était de créer un lien entre les projets de cantines scolaires au marché. Et le mécanisme utilisé, c'était les BOOMDES. Les BOOMDES qui sont les entreprises villageoises qui, euh, qui ont des cuisines et, et bien d'autres entreprises. Et, et dans ce contexte, il s'agissait donc d'acheter les produits des, des fermiers et des pêcheurs, des PME de la zone. Et prochaine diapo ici, et nous parlons du projet en cours dans les pays du Pacifique. Et dans ce projet, il s'agit donc de, d'utiliser les aliments produits localement dans le système de cantine scolaire. Et euh, également, nous avons mis l'accent sur les cultures vivrières résilientes. Et le dernier projet, c'est celui de l'État de Meghalaya en Inde. Et le point d'entrée ici, c'est la convergence. L'accent a été mis sur la convergence. Et le mécanisme qui a été utilisé, c'était euh, les, les groupes d'entraide de femmes sont une sorte de coopérative féminine qui ont été utilisées pour initier des méthodes d'agriculture qui promeuvent la nutrition. Et le mil a été utilisé comme la culture vivrière euh, de choix. Donc, donc, dans le secteur, dans l'état de Meghalaya, il y avait plusieurs sortes de projets dans la santé, dans l'agriculture. Mais nous avons fait en sorte qu'il y ait donc une convergence de projets. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai présenté différents projets de différents pays. Toutefois, nous avons appris des leçons similaires, presque similaires, à savoir que la nutrition doit être explicite dans nos projets, dans les résultats de projets. Le deuxième point que nous avons appris, c'est que il faut qu'il y ait convergence avant de produire des résultats durables entre donc l'agriculture, la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes. Troisième point, il faut un changement de comportement qui pourra donc reformuler, restructurer la demande et pas seulement l'approvisionnement. Quatrième point, les les PME et les marchés définissent les environnements alimentaires. Et le cinquième point, c'est que le numérique permet de réduire les coûts de l'alimentation.
Est-ce que- Et l'impact de tout ceci sur nos projets, notre plaidoyer. Il faut comprendre que euh, la nutrition doit être vue comme euh, une politique économique, climatique et de genre, et non seulement une question de santé. Il faut utiliser des plateformes qui existent, telles que les écoles, les groupes de femmes, les marchés, au lieu de se baser sur les systèmes parallèles. Enfin, il faut qu'il y ait il faut faire des résultats de la nutrition, des résultats explicites qui pourront être donc utilisés et vulgarisés, pardon. Je voudrais vous remercier de votre attention et je vous souhaite une bonne suite. Merci infiniment pour votre présentation, cher Taco, et de nous avoir fait comprendre toutes les initiatives qui ont été prises dans les différentes régions où vous avez travaillé et bien sûr avec l'initiative de la Banque asiatique de développement. Chers participants, si vous avez des questions pour notre présentatrice, notre oratrice Toko, veuillez les garder et les poser plus tard. Notre deuxième oratrice est Léane Seppenfeld, qui est architecte de la collaboration et de l'apprentissage. En 10 minutes, elle va nous parler du thème nourrir la population, protéger la planète en construisant des systèmes alimentaires résilients face au changement climatique et en garantissant la sécurité nutritionnelle. À vous la parole. Est-ce que vous voyez mon écran, Liliane? Oui. Merci à tout le monde. Merci aux organisateurs de nous permettre de partager nos résultats. Toko a déjà euh, partagé des éléments très importants qui font écho également de ce que nous avons appris. Je vais parler un peu de l'historique de notre organisation, Climate, qui est une petite organisation. C'est un groupe de travail qui est originel de la Hollande, mais qui est représenté dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, moi, je suis en Thaïlande. Nous nous voyons comme un groupe qui se voit à la croisée des chemins qui se voit à l'intersection de plusieurs thématiques, le climat, le genre. Et nous travaillons dans beaucoup de pays, dont la plupart sont en Asie du Sud et en Afrique. Et le climat et l'intégration ont- et sont les thématiques sur lesquelles nous travaillons depuis quelques années. Et ce que je vais partager dans mon exposé, ce sont les leçons que nous avons apprises des projets antérieurs que nous avons mis en place en Asie du Sud et ce que nous essayons de mettre à l'échelle de notre zone. Comme je l'ai dit, la première phase a eu lieu l'année dernière et a mis l'accent sur deux pays de l'Asie du Sud. Il y a eu des engagements régionaux. Nous avons travaillé avec le réseau asien de résilience climatique qui travaille sur les projets agricoles résilients. Ce, ce sont des projets agricoles au niveau régional. Et nous avons eu des conversations également sur comment euh, insérer la nutrition dans ces projets. Nous travaillons en Asie du Sud, mais nous essayons également de mettre à l'échelle ce projet en Afrique. Par ailleurs, nous essayons d'identifier les demandes, les requêtes basées sur les demandes de certains pays en particulier, afin que nous puissions euh, personnaliser nos politiques pour faire face à cette demande. Donc, c'est ce que nous faisons au niveau pays. Mais au-delà de cela, il y a des forums régionaux tels que l'ASEAN
et bien sûr des rencontres internationales telles que la COP, au cours desquelles nous apprenons des exemples et des difficultés, des expériences de différents pays dans le cadre du, du nexus climat-nutrition et comment les adapter. Alors, nous avons travaillé aux Philippines, qui est l'un des deux pays dans lesquels nous avons travaillé, et où nous avons des partenaires formidables. Et le réseau SAN aux Philippines nous a soutenus véritablement. Euh, Je le suis vraiment reconnaissant. Et il y a eu un grand intérêt dans l'action pour la thématique climat et nutrition. Et nous avons essayé d'analyser le paysage institutionnel. Nous avons eu un partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère de euh, l'Agriculture. Nous avons travaillé avec le Conseil national de la nutrition. Et là, sur cette image, vous voyez, euh, c'est c'est un atelier que nous avons eu l'année dernière. Et c'était l'occasion pour nous de faire des informations sur les politiques en vigueur. Nous avons nous avons réalisé qu'il y avait des opportunités dont nous pourrons tirer parti, que ce soit au niveau mondial ou national. Nous avons pu remarquer que c'était plus ou moins facile de, de faire avancer les questions de nutrition, puisqu'il y avait déjà des, en- des entités qui existent déjà, telles que les gouvernements, les unités de collectivités territoriales là, qui ont initiatives dans le domaine de la nutrition. Et ici, nous avons pu remarquer qu'il y avait une sorte de cohérence en termes de politique nationale. Et il y a eu la question de données et de convergence à travers les ministères qui était un défi. Ça, c'est pour ce qui concerne les Philippines. Nous avons travaillé dans la République démocratique populaire du Laos. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture et nous avons travaillé également avec le- les agences des Nations Unies sur la nutrition. Mais des bons exemples se sont focalisés sur l'intégration donc du changement climatique du point de vue de l'atténuation. Donc, on se demandait si pour les pays qui sont confrontés par les intempéries et les conséquences des changements climatiques, comment pouvons-nous adapter les lignes directrices en matière d'alimentation du point de vue d'adaptation et, une commission donc grand travaille avec nous sur cette question pour ce qui est de la perspective du genre. Il faut aussi voir, à part eh bien, ces lignes directrices universelles, il faudra intégrer les éléments d'ordre démographique que j'aimerais pour gagner du temps. Je ne vais pas aller dans les détails des recommandations principales formulées, mais ce sont là des points saillants qui nous présentent des opportunités sur les lignes directrices relatives à la nutrition et euh, pour générer donc l'atténuation, la diversité
Donc, je vais m'arrêter ici pour gagner du temps. Dans tous les cas, ces ressources sont disponibles en ligne et je suis heureuse de pouvoir partager les liens plus tard. Alors, je vais parler des enseignements tirés. Une chose que nous avons trouvée très utile, c'est l'analyse approfondie donc de l'aperçu donc des politiques nationales, c'est-à-dire notamment des euh, politiques en matière d'adaptation au changement climatique, les contributions déterminées au niveau national, ainsi que les autres politiques stratégiques, par exemple aux Philippines. Nous avons examiné les stratégies de la biodiversité et les stratégies donc du Conseil national sur les changements climatiques. Donc, nous allons voir nous avons pu examiner et déterminer les points d'entrée et Toko en a parlé. Il s'agit notamment de pouvoir se fonder sur des plateformes existantes et conclure des partenariats avec des organisations de la société civile et des gouvernements locaux, ce qui a été très utile pour eh bien, regrouper les personnes et discuter, mener des discussions concrètes. Alors, en ce qui concerne les défis, je pense que j'en ai déjà parlé. On se focalise sur l'atténuation. Quand on parle de climat et de nutrition, très souvent, ce n'est pas la discussion la plus intéressante que l'on voudrait avoir. Et aussi, vous pouvez identifier des situations gagnant-gagnant et identifier des champions sur cette question. Mais si vous ne discutez pas sur la façon dont cela peut être traduit en éléments de mesure, en réduction de comptes et dans des questions financières, il y aura un blocage. Il ne s'agit pas tout simplement de parler de l'efficacité donc, des changements climatiques dans la salle, mais aussi travailler avec le ministère des Finances pour intégrer ces politiques et ces ambitions dans des politiques. Alors maintenant, voici les enseignements que nous avons tirés de la première phase. La phase suivante de ce projet va adopter l'approche similaire et en se focalisant sur un ou deux pays et en étant très spécifique dans notre assistance. Mais aussi, on va voir comment les questions de genre peuvent être intégrées dans cette discussion ou dans ces échanges-là. Nous avons également une étude qui va nous permettre de démarrer cette discussion et en examinant différents projets et des projets pour eh bien, certaines personnes et en tirer des enseignements euh, et comment cela peut eh bien, se traduire en programme. Et un autre élément important, c'est de pouvoir examiner les outils d'ordre budgétaire et les références et faire en sorte que les interventions puissent être applicables. Et comme je l'ai dit, euh, la tâche qui se dresse devant nous est d'une part consiste d'une part à pouvoir assurer l'interconnexion entre et de trouver donc des compromis et aussi de trouver également des compromis et les avantages mutuels. Et au cours des semaines à venir, nous allons identifier des opportunités pragmatiques dans différents pays et cela consiste également et nous pourrons donc avoir une discussion sur cette question. Donc, il s'agit de vous inviter à pouvoir eh bien, nous contacter à ce sujet. Je vais m'arrêter là et répondre à des questions qui seraient posées plus tard. Merci d'avoir présenté le travail que vous avez réalisé et les enseignements tirés, comme vous l'avez dit. euh, le travail que vous faites au niveau national, régional et au niveau international, c'est un travail remarquable. Encore une fois, merci. Alors, notre troisième intervenant, c'est Dr. Mohsen Ali, qui est spécialiste de santé publique et consultant en matière de nutrition auprès donc, de Scale Up Nutrition, Sun Bangladesh. Dr. Ali, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Merci. Votre présentation est affichée, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre la parole à tout moment. Bonsoir à tous et à toutes et bonjour.
C'est la soirée ici et c'est un jour férié chez nous. Donc, je travaille depuis mon domicile. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler des actions en matière climatique que le Bangladesh mène. Et donc, le lien entre le changement climatique, les systèmes alimentaires et la santé et la nutrition ne sont pas clairement élaborés. Et cela est formulé à 2.0 et 2.5. Alors, je veux vous montrer comment est-ce que cela a donné lieu à, à un plaidoyer donc inclusif et technique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La formulation de la CDN 3.0 a été menée. Mesdames et messieurs, les interprètes tiennent à signaler que l'orateur actuel n'est pas très audible puisque le son provenant de son intervention est entrecoupé. Nous en excusons et nous ferons de notre mieux pour assurer l'interprétation de son intervention autant que faire se peut. Merci. Nous travaillons donc sur les questions d'intersection sur le climat et la nutrition. Et comment la nutrition peut être intégrée dans l'action climatique. Donc, il faut que le CDN 3, la troisième version de CDN ne puisse pas être juste des ambitions, mais puisse être fondée dans le contexte national. Diapositive suivante. Cette transition de CDN vers la version 3 de CDN représente un changement important dans la façon dont la nutrition est prise en compte dans le cadre donc, de la lutte contre le changement climatique. La CDN mise à jour représente dans cette vision et cela présente des préoccupations transversales entre euh, faible émission de carbone et nutrition. La nutrition fait partie donc des activités agricoles. Une agriculture résiliente au changement climatique est un élément très important. Cette formation reconnaît que des interventions peuvent soutenir l'adaptation et l'atténuation du changement climatique et assurer la production. Et donc, faisant la promotion des systèmes d'approvisionnement alimentaire novateurs, la nouvelle version des CDN peut aider à pouvoir atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté et de la famine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans cette CDN, la CDN, dans cette lancée, donc, dans les versions précédentes, la nutrition n'était pas prise en compte dans les interventions climatiques. Et la troisième version donc, de la CDN a apporté un changement de paradigme et intègre de façon systématique la prise en compte donc, des changements climatiques dans tous les secteurs. La sécurité alimentaire est prise en compte, mais on va plus loin et en intégrant la sécurité nutritionnelle et on reconnaît euh, l'importance non seulement l'importance de la disponibilité de la nourriture ou des aliments, mais que ces aliments puissent être nutritifs. Comme mes prédécesseurs l'ont dit,
Ceci reflète des preuves montrant que la malnutrition et cela nécessite des actions multisectorielles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. L'intégration euh, donc présente l'amélioration des systèmes de gestion de l'élevage pour réduire l'émission de gaz à effet de serre et assurer la production. De plus, le nouveau cadre établit un lien entre les interventions d'assainissement de l'eau de l'hygiène et des résultats en matière d'alimentation et, euh, d'élimination donc des facteurs environnementaux qui contribuent à la malnutrition. Au-delà de la croissance économique, on met l'accent sur l'équité, la justice climatique et la protection, la malnutrition et la résilience climatique et des sociétés résilientes au changement climatique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La troisième version donc de la CDN est visionnaire. Et ici, on reconnaît la nutrition comme élément intégrant donc de l'adaptation au changement climatique avec une approche intégrée. Nous devons donc soutenir une mise en œuvre efficace et mobiliser des financements adéquats pour que ces engagements puissent bien, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de millions de personnes en Bangladesh. Alors, en définitive, la CDN, troisième version donc de la CDN du Bangladesh, crée une voie holistique qui intègre la nutrition dans le secteur du climat, de l'agriculture, de la santé et de l'eau, l'assainissement et l'hygiène afin de parvenir à un développement équitable et à la réduction de la pauvreté. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ce sera tout. Merci de votre aimable attention. Merci infiniment, docteur Ali Mohsin, pour votre intervention qui nous fournit un aperçu de l'expérience de Bangladesh dans l'intégration de la sécurité alimentaire euh, et la nutrition dans les CDN, dans les nouvelles versions de la CDN. Et pour ce qui est de notre prochain orateur, je suis heureux d'inviter Birara Melese, qui est le directeur de projet de FHI 360 basé en Éthiopie. Birara, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci infiniment de m'avoir donné cette occasion. Mon nom est Birara, FHI, directeur projet de FHI 360. Et je vais parler des aspects de gouvernance dans notre secteur et je vais parler du contexte et je vais me focaliser sur l'Éthiopie, bien entendu. Et euh, paysage stratégique et de politique. Le projet ce que je vais présenter est spécifique donc au contexte éthiopien. Je peux dire que l'Éthiopie est un vieux pays civilisé donc d'Afrique de l'Est qui est le pays hôte qui est le siège donc de l'Union africaine. Notre économie dépend majoritairement donc de l'agriculture. Surtout les petits exploitants agricoles soutiennent l'économie. La malnutrition et les retards de croissance sont présentes. Il s'agit notamment de retards de croissance chez les enfants, la carence et le manque de micronutriments, en particulier chez les femmes et les enfants.
Les femmes jouent un rôle important dans l'agriculture, notamment dans la préparation des aliments et les soins aux personnes. Elles sont confrontées également à des lacunes en matière d'accès à la terre, des finances et des services. Pour ce qui est de la transition climatique et politique, le pays est à risque très élevé de sécheresse et des effets du changement climatique. La transition vers des systèmes alimentaires sensibles à la nutrition, tenant compte donc des questions de genre et de résilience face au climat. Alors, pour le contexte éthiopien, le paysage politique est d'un point de vue technique adéquat. Nous avons plusieurs politiques et stratégies relatives à l'alimentation au point national. Depuis 2008, nous avons la stratégie nationale sur la nutrition. 2015, nous avons également un programme unique pour la nutrition au niveau national de 2013 à 2015. Nous avons la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire. Les pays donc adoptent les secteurs adoptent et contextualisent l'intervention. Et des systèmes, des stratégies donc agricoles. Et il s'agit donc du paysage d'ordre politique que nous avons au pays. Il s'agit, et nous interprétons cette composante pour nous focaliser sur les paysages d'ordre politique. Et l'autre point, c'est la stratégie alimentaire et la nutrition de l'Éthiopie. L'objectif, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire, la qualité de l'alimentation et la nutrition, se focalisant sur les groupes vulnérables, notamment les enfants et les filles. Il y a trois objectifs stratégiques. D'abord, le deuxième objectif, c'est l'adéquation de ce quota, dont l'objectif est de mettre fin à la malnutrition et au retard de croissance chez l'enfant grâce à une action multisectorielle au cours des 1000 premiers jours de l'enfant. Deuxième point, il y a euh, la mise à l'échelle et la gouvernance, donc ce qui couvre 520 WOREDAS avec des plateformes de coordination nationale, régionale et locale. Et chaque WOREDA reçoit 10 millions de BIR pour assurer la mise en œuvre de cette feuille de route et la transformation des systèmes alimentaires éthiopiens depuis 2020 cible la transformation alimentaire pour assurer la résilience avec 24 solutions identifiées dans 7 pôles. Et ce sont des initiatives mises en œuvre par les pouvoirs publics et le secteur privé et les collectivités. L'autre élément, c'est l'héritage vert et le Yematruvat. Des milliards d'arbres sont plantés et entre autres plantes, il s'agit notamment des plantes pouvant servir à l'alimentation. L'hématrophate consiste à la diversification donc, des moyens de subsistance et la diversité donc, des revenus. La, la plateforme de coordination au niveau national est principalement pilotée par le vice-premier ministre et implique différents secteurs qui ont un rôle à jouer dans les systèmes alimentaires. Et cela intègre également les initiatives en matière de nutrition au niveau national. La prise de décision dans le cadre de cette plateforme revient donc au vice-premier ministre qui préside la rencontre ou la réunion biannuelle de cette plateforme. Nous avons 40 régions et 30 de ces 40 ont déjà entériné cette initiative et les déploient dans les Waradas. Ceci présente une certaine intégration et une certaine harmonisation en mettant l'accent sur des interventions alimentaires éco-responsables. Donc, nous avons un concept d'apprentissage par l'action. Voici donc la structure du gouvernement
fédéral au niveau de Kabele avec le comité technique et le secrétariat. Donc, nos projets FHI 360 Alive and Thrive soutient cette plateforme nationale dont j'ai parlé pour assurer sa réalisation et sa mise en œuvre au niveau communautaire. FHI 360 Alive and Thrive est mise en œuvre depuis 2009, juste un peu plus de 16 ans, et apporte des interventions en matière d'allaitement maternel optimal et de l'alimentation complémentaire en pratique pour 20 millions de dollars. Et il y a également l'amélioration en matière de santé maternelle, nutrition des nourrissons et des jeunes enfants en Éthiopie, et puis la coordination multisectorielle et la gouvernance. Nous nous focalisons actuellement sur ce volet pour réaliser le contenu de ces politiques et stratégies nationales, notamment le système de transformation donc de l'alimentation nouveau éthiopien. Et ceci est fait à travers les bureaux de coordination. Le bureau de coordination joue le rôle de secrétariat. Donc, notre personnel est déployé à ce niveau et appuie le gouvernement. Il s'agit là, je vous présente ici les résultats intermédiaires, la coordination, la capacité, la coordination, la transition des FSCO soutenus par les partenaires aux structures financées par le gouvernement et l'augmentation de l'utilisation des données et le renforcement des capacités des acteurs. Voici les zones couvertes. Grâce à notre soutien, le Conseil pour le système alimentaire et nutritionnel a mis en place a été approuvé dans 9 régions et 2 administrations municipales. Il y a notamment les plateformes FSNL, FSNTC, FSNCO. Et le Conseil est l'organe décisionnel et il y a un autre organe technique. Notre personnel détaché est là pour apporter le plaidoyer au plus haut niveau et auprès des présidents régionaux et participe à la planification conjointe et participe également aux réunions conjointes pour assurer les travaux relatifs à la budgétisation. Je vous présente ici des images du lancement de projet. Nous avons organisé une tournée dans les districts avec le président régional et les membres de la commune d'Addis Central. Ici, nous vous montrons le conseil et les personnes centrales à cette réunion. C'est le vice-premier ministre et les autres partenaires viennent appuyer la plateforme. Alors, l'approbation et la conformité donc, se présentent comme ceci. Il s'agit également de pouvoir décentraliser tout ceci et de toucher le niveau communautaire et le niveau de la base. Ici, il s'agit d'une réunion. Je ne pense pas que votre présentation avance, mais que non. Alors, l'assistance vient donc de l'Alliance FHI. Nous voudrions donc passer de l'assistance des partenaires à l'appropriation par le gouvernement. Notre équipe est remplacée de façon tactique par le gouvernement dans des régions comme le Romia, Gambela et autres. Eh bien, il y a cette prise ou ce relais de la part du gouvernement. Ici, nous vous présentons une image de l'assistance technique que nous apportons, notamment euh, formations pour le renforcement des capacités et les formations au leadership.
Donc, on essaie d'assurer une certaine triangulation entre l'université, le programme et la communauté. Est-ce que vous voyez les images à présent? Oui, les images sont visibles. C'est la vie. Ici, nous vous présentons des images pour la visite de partage d'expérience. Donc, il y a une intervention au sein de la communauté pour appuyer les communautés à la base. Voici donc ces images. Et pour finir, nous voudrions réduire la, l'état de croissance, la perte de poids, bien que le rabougrissement n'est pas totalement réduit. Nous, au moins, nous aurons contribué à sa réduction dans le pays et contribué également à la baisse de la mortalité et de la morbidité. Au moins, cela aurait pu apporter des contributions. Le dernier élément, c'est l'engagement politique en faveur de la nutrition et de l'alimentation qui s'est accru dans toutes les régions. Il y a également une amélioration des plateformes dans les régions prises en charge. Et puis, les crédits budgétaires ont augmenté. Les secteurs donc créent des structures pour leur permettre de réaliser leur mandat. Et il y a également une présence au plus bas, au niveau le plus communautaire à la base. Et puis, il y a des performances conjointes, des réunions d'examen et de validation. Et l'appropriation également est un élément prometteur. Ceci met fin à ma présentation. Merci de votre aimable attention. S'il y a des questions, des demandes d'éclaircissement, je me ferai le plaisir d'y répondre. Merci infiniment, Birara, pour cette présentation. Beaucoup d'éléments à retenir. Merci, bien entendu, d'avoir parlé du paysage politique et en matière stratégique et le travail remarquable que FHI 360 fait en Éthiopie. C'est très remarquable. Je tiens à rappeler à tous et à toutes que si vous avez des questions, vous pourrez interagir avec les orateurs et les intervenants plus tard. Merci encore une fois, Birara. Notre pr- présentateur suivant, c'est Dr Didakos de Ponyamania, qui travaille au ministère de la Santé et chargé donc de l'information en Ouganda. Docteur Nimanya, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. C'est un plaisir pour moi que de rejoindre cette discussion. Je tiens à, remercier FHI 360 pour l'invitation à participer à cette discussion et bien entendu à partager notre expérience depuis l'Ouganda. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ma présentation va parler donc du contexte du changement climatique, la santé, la nutrition, le genre, et je vais plus particulièrement examiner le programme de nutrition du ministère ougandais de la Santé, les interventions, eh bien, en matière de l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des effets du changement climatique. Et je vais également partager notre expérience quant à ce que nous faisons dans ce secteur-là. Alors, au titre du contexte, l'Ouganda subit les effets du changement climatique, issus notamment des sécheresses plus sévères, les pluies irrégulières, les inondations et une hausse des températures. Ceci affecte bien entendu la sécurité alimentaire et affecte les cultures, les animaux et cela entraîne notamment les mauvaises récoltes, la famine, les déplacements de population et des affections sérieuses comme la malnutrition, les infections respiratoires, les maladies vectorielles, les problèmes de santé mentale et la mise et met à rude épreuve le système de santé. Alors, pour régler ces problèmes, le ministre de la Santé, le ministère de la Santé de l'Ouganda travaille en collaboration avec d'autres ministères pour mettre en place des mesures d'adaptation. Alors, nous sommes basés sur des recherches qui ont été déjà entreprises dans le pays. Ici, nous vous présentons, pardon, quelques indicateurs en matière de nutrition.
Puisque nous n'avons pas de temps, je ne veux pas aller en détail, en profondeur quant à ces données. Et ici, nous voyons comment le décor se plante dans le domaine du changement climatique. En Ouganda, les températures depuis 1900, depuis les années 60, de, ont augmenté de plus de 1 degré et les précipitations augmentent également. Et ces précipitations sont très importantes au point de provoquer des inondations. Prochaine diapo. Je pense que beaucoup de personnes euh, s- connaissent plus ou moins les implications de cette diapo. Il s'agit ici de, de lien entre le changement climatique et le- la nutrition. Et, et comment le changement climatique peut impacter la nutrition au point de provoquer des maladies liées à la nutrition, notamment en, en provoquant le décès euh, d'animaux et la sécheresse, l'assèchement, pardon, de cultures vivrières. En ce qui concerne le changement climatique et la nutrition en Ouganda, nous avons des conditions extrêmes telles que l'inondation, la sécheresse qui provoque la malnutrition dans le pays. Rappelons que entre 70 et 80% de la population pratique l'agriculture. Par conséquent, lorsqu'il y a la sécheresse de façon extrême ou les inondations, cela a un impact sur la production agricole et, in fine, cela a une conséquence négative sur l'alimentation. Dans ces conditions, nous assistons à une réduction drastique de production des récoltes et diminuant ainsi la valeur nutritionnelle des aliments produits. Et la conséquence claire, c'est qu'il y aura une alimentation, une insécurité alimentaire par les conditions climatiques tantôt évoquées, à savoir l'inondation et la sécheresse. Vous savez, nous sommes sur l'équateur et c'est pourquoi nous assistons à beaucoup de précipitations qui provoquent les inondations et parfois beaucoup de chaleur qui provoque aussi la sécheresse. Ici, cette diapo met l'accent sur les risques, les risques provoqués par le changement climatique. Et ce changement climatique, ce changement climatique qui se caractérise par les, les avalanches de pluie, donc, provoque les températures, et ce qui a des conséquences sur les productions agricoles. Et les impacts auxquels nous assistons, c'est que j'en ai parlé dans les diapos précédentes. Nous avons une réduction en termes de production, de récolte. Nous avons une réduction des valeurs nutritionnelles des aliments. Nous avons le rabougrissement et la malnutrition. Nous avons l'augmentation des disparités entre les gens et bien sûr la pénurie d'eau. Parlons du changement climatique et le genre. Cela se voit clairement. Vous savez, lorsque la sécheresse survient, qu'on soit femme ou homme, les conséquences sont différentes. Lorsqu'il y a la sécheresse, les hommes vont paître les troupeaux, tandis que les femmes se déplacent pour chercher de l'eau. Donc, les rôles sont différents. C'est pourquoi il est important de d'admettre ou de déterminer les différents rôles
des femmes ou des hommes lorsque nous sommes face à des questions ou des situations climatiques sévères. Et qu'est-ce que le gouvernement à travers le ministère de la Santé a fait jusqu'ici? Nous avons mis en place un programme qui fait la promotion de la nutrition de la mère, de l'enfant, des jeunes enfants, des adolescents. Et il y a aussi un programme pour le contrôle, la prévention et le contrôle des carences nutritionnelles. Par ailleurs, nous avons un programme d'intégration de la gestion de la malnutrition à aiguë dans les cas d'urgence alimentaire. Nous avons des programmes d'intégration de la nutrition dans la gouvernance et le leadership. Nous avons en outre le plaidoyer pour le rôle de la nutrition dans la gestion maladies, euh, des maladies contagieuses et aussi des maladies non contagieuses. Nous avons une, enfin la promotion de la sécurité alimentaire. Prochaine diapo. En ce qui concerne le changement climatique, nous avons un plan d'adaptation du système de la santé. C'est la période 2025, pour la période 2025-2030. Prochaine diapo. Et ce plan d'adaptation a 10 composantes. Et l'une de ces composantes est, en l'occurrence, la composante 7, met l'accent sur la gestion, sur la, la gestion des déterminants environnementaux, des facteurs environnementaux de la santé. Et ici, l'accent est mis sur l'eau, sur, sur l'eau. Et les activités ici sont les suivantes, à savoir suivre les déterminants ou les facteurs de la santé environnementale. Donc, le but ici, c'est de pouvoir, de façon proactive, gérer toute question de maladie causée par l'eau. Et de façon particulière, nous faisons la promotion de, de la sensibilisation du public sur les questions environnement telles que l'eau, telles que l'eau. Sur cette diapo, nous avons un panier qui présente certaines des cultures que nous avons en Ouganda. À présent, parlons du modèle que nous utilisons. Nous avons une plateforme où nous avons intégré les données sur la santé et nous avons inclus la nutrition, les données provenant de la nutrition. Et vous savez, l'Ouganda est l'un des pays qui utilise ce modèle, à savoir l'utilisation d'outils dédiés au climat, au changement climatique. C'est vrai que nous avons des mesures mises en place. Il faut reconnaître qu'il y a des défis. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons pu mettre en place des stratégies pour faire face à ces défis. Prochaine diapo. Certaines études ont été faites avec ce modèle que nous utilisons et de façon pratique, je vais vous montrer comment nous avons intégré le modèle dans nos actions. Et, et nous avons un modèle qui s'étend sur 3 mois, 6 mois, pour voir comment le modèle sera influencé par le changement climatique. Donc, nous avons, nous avons
Donc, nous faisons des prises d'action, des actions dans le domaine des ressources, dans la mobilisation des ressources et bien d'autres domaines. Je voudrais remercier d'Oslo, euh, le groupe Welcome, Welcome euh, HISP, le ministère de l'eau et de l'environnement, le département de la météorologie de l'Ouganda et tous nos autres partenaires. Merci, Dr. Emayam, de nous d'avoir partagé avec nous le programme, d'avoir partagé avec nous le plan sanitaire, le plan national sanitaire d'adaptation du ministère de l'Ouganda. Nous avons eu aujourd'hui des exposés brillants qui nécessitent des questions. C'est pourquoi tout à l'heure, nous allons passer à la séance questions-réponses. Avant cela, je voudrais remercier nos, nos orateurs. Pour ce qui concerne la session questions-réponses, nous le ferons en 15-20 minutes. Et je vais donc inviter nos participants à lever la main pour intervenir ou simplement utiliser la boîte de discussion pour poser les questions par écrit. Salut, est-ce que vous m'entendez? Posez votre question et dites le nom de la personne laquelle vous voulez poser la question. Je suis Young du Pakistan. Je voudrais, je voudrais remercier le docteur Moshin qui a fait son exposé sur le Bangladesh. Vous savez, il est intéressant de savoir que le Bangladesh fait tout ce qui est en son pouvoir pour être l'un des pionniers en matière d'adaptation climatique. Alors, je voudrais savoir comment le plan d'adaptation de la CDN est- mais prend en compte la participation des femmes. Et cette question est pour le docteur Mouchen. Merci pour votre question. Vous savez, la nutrition est un concept récent, mais le genre existe il y a longtemps. Le genre existe dans la plupart des politiques depuis belle lurette. Ce que nous venons de faire, ce que nous allons faire, c'était d'intégrer la composante nutrition dans nos plans d'action euh, climatique. Et je crois que en septembre, il y avait une révision de, de programme. Et la nutrition était vraiment sur la table des discussions. Donc, pour répondre à votre question, je voudrais juste rappeler que la composante genre existe déjà dans la plupart des politiques. Au Bangladesh, le genre existe dans les plans d'action climatique. Et cette fois, nous avons travaillé, nous avons mis l'accent uniquement sur la nutrition. Et moi, mon travail consistait à, à faire en sorte qu'il y ait un plaidoyer efficace.
Vous savez, la CDN, la CDN était longtemps considérée comme programme d'atténuation. Mais cette fois, c'est considéré comme un plan, un programme d'adaptation. Le, le développement de politique, la conception de politique est toujours en cours. Tout est en cours. Cela dit, le, ce changement de politique était très important et c'est ce qui fait la beauté de notre récit. Merci pour vos questions. Merci et pour votre réponse également, docteur Ali. Je vois des échanges dans le chat. Quelqu'un a posé la question suivante à Togo. En quoi est-ce que la Banque asiatique de développement soutient le gouvernement à, à mettre en exergue les politiques de nutrition, surtout dans les pays qui font face à des difficultés dans ce domaine? Vous avez déjà donné des ébauches de réponses, mais je voudrais que vous reveniez dessus. Merci infiniment. Pour nous, nous nous réjouissons du fait que le gouvernement nous tende la main. La première des choses, c'est discuter. C'est de discuter sur l'importance de la nutrition. Vous savez, nous avons différents mécanismes. Le mécanisme de soutien. Et l'un des mécanismes, c'est des, des mécanismes en matière de politique pour aider à formuler des politiques qui impactent le comportement en vue d'avoir des changements, de produire des changements de comportement. Donc, en, ter- en dehors du financement, nous avons aussi des appuis, nous apportons de l'appui technique. Et nous discutons avec le gouvernement, et nous discutons sur euh, l'importance des politiques sur lesquelles il faut mettre la priorité en vue d'aboutir à un changement de comportement. Merci pour votre question, Yangesh, et merci pour votre réponse également, Toko. Dans le chat, il y a aussi une question qui demande, est-ce qu'il y a de, pour, est-ce qu'il y a des mesures de mise à l'échelle des différentes initiatives qui sont mises en œuvre? Toko, vous pouvez répondre à cette question. Je pense que la personne qui a posé cette question est certainement, travaille certainement pour SNB. Je crois que nous avons déjà travaillé ensemble dans certaines provinces sur les projets de nutrition. Et ce serait un plaisir pour nous de continuer à collaborer avec ces partenaires. Mais tout dépend des, du, du gouvernement et des demandes, des requêtes qu'il fera. Donc, il est important que nous sachions quels sont les besoins des communautés sur le terrain. Donc, de façon succincte, tout va se résumer, tout va dépendre des besoins. Y a-t-il d'autres questions? Vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Je suis Moïse Josué.
Vida et je suis au Bénin. Je travaille pour l'ONG Famille, Nutrition et Développement. Et je suis responsable d'un projet de nutrition. La question, avant d'aller plus loin, je voudrais féliciter tous les orateurs qui ont fait un travail formidable. J'ai appris beaucoup de choses de ces exposés. Ma question, ma question va à l'endroit du docteur Magnina de l'Ouganda. Je voudrais savoir comment vous réglez les problèmes liés à l'agriculture. Lors- Étant donné les problèmes liés au changement climatique qui existent. En effet, plus de 70% de la population dépend de l'agriculture. Mais vous m'avez laissé sur ma faim quant à la résolution, bien entendu, de problèmes liés au, au climat et auxquels font face les populations, tels que, tels que vous l'avez mentionné dans le secteur agricole. Est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Donc, la question est pour le docteur Nama. Merci, Ferdinand, pour votre question. Moïse du Bénin. Vous savez, je l'ai dit, l'Ouganda est l'un des pays qui font face aux conditions extrêmes climatiques. La pluie de façon exagérée, la sécheresse en extrême. Nous avons des politiques en matière d'agriculture smart, agriculture écologique, euh, et nous travaillons avec plusieurs départements parce que la question du climat est transversale. En ce qui concerne l'agriculture écologique, euh, nous faisons la promotion de l'irrigation. Ainsi, la- l'eau des précipitations est recueillie et utilisée plus tard en temps de sécheresse. Et cela aide à irriguer les plantations pour ne pas qu'il y ait assèchement des plantes. Autre chose, nous avons, nous avons la mise en place de cultures vivrières euh, qui résistent aux conditions extrêmes climatiques. Donc, le but est que les agriculteurs donc, puissent s'en servir pour produire davantage de produits vivriers. S- Sans doute, je ne l'ai pas mentionné cela dans mon exposé, mais en pratique, sur le terrain, cela se fait. Merci pour votre question, Eda, et merci à vous pour votre question, réponse, docteur Namaya. Nous avons Saros, posez vos questions. Merci, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je voudrais remercier les orateurs pour leur exposé qui étaient géniaux, formidables, qui nous ont donné une plus grande visibilité sur les interventions en matière du climat et de nutrition. Docteur Ditados, j'ai une question pour vous. Vous avez fait un exposé concis et génial. Vous avez parlé des précipitations, précipitations erratiques et des sécheresses qui ont un impact sur euh, le monde agricole en Ouganda. Est-ce que vous avez des solutions moins coûteuses auxquelles vous auriez pensé notamment? Docteur Ali, vous avez parlé de la transition de CDN2 à la CDN3 qui a été conçue en 2025. Alors, je voudrais savoir ce qui a été mis en exergue par la CDN 2020, CDN2.
CDN2 qui a été conçu en 2021 et dont les résultats ont été euh, utilisés et donc inclus dans la CDN 2025. Merci infiniment pour votre question. Si je vous comprends, vous voulez que je vous parle des solutions locales aux problèmes de nutrition. La première des choses que je voudrais dire, c'est la diversification de l'alimentation au niveau même des ménages. Donc, à travers la promotion des espèces agricoles résilientes, la, la culture d'autres variétés agricoles, la sensibilisation de populations sur les questions du changement climatique et leurs impacts sur l'agriculture, ainsi les populations euh, pourront, pourront être averties. Et les mêmes populations, il faudra les encourager à suivre de près les informations disséminées par le service météorologique du pays. Vous savez, les agriculteurs dépendent en grande partie de la pluviométrie. Donc, si elles sont informées en temps opportun et que les orientations qui leur sont données, elles les prennent en compte, je crois que le pire sera évité. Donc, comme je l'ai dit, il faut, il faut faire la promotion, il faut sensibiliser les populations quant au changement climatique euh, et mettre l'accent aussi sur diversification pardon, des cultures. Docteur Ali, à vous la parole. Merci. À vous. Merci. Dans mon expo, dans mon exposé, euh, ce que j'ai dit avait été déjà formulé dans la CDN 2.0. Et je crois que la nutrition était mentionnée une seule fois. C'était un document d'atténuation. Donc, nous avons donc saisi cette opportunité pour intégrer la nutrition comme un élément essentiel à part entière dans la nouvelle programmation. La réflexion, la défi, c'était comment y parvenir. Nous avons donc commencé par les dialogues, par des plaidoyers. Et maintenant, la nutrition est un élément qui fait partie des programmes. Avant, maintenant, on parle de food et nutrition, ce qui n'était pas le cas avant. Et je peux, je peux vous rassurer que l'expression nutrition, le mot nutrition a été utilisé plusieurs fois, je crois 22 fois dans le nouveau cadre, le nouveau document. Avant, on considérait le document sur la nutrition comme un document d'atténuation. Mais maintenant, c'est un document d'adaptation. Donc, ça, c'est le premier point. On, on- on- on a, on a réussi à leur faire comprendre que la question de nutrition est non seulement une question d'atténuation, mais aussi d'adaptation. Et la question climatique est impliquée. Et quand on dit que c'est centré sur les humains, il ne s'agit pas tout simplement de produire des aliments, mais des aliments nutritifs tout en développant le capital humain.
Et cela a été relevé dans la version 3 de la CDN. Et il y a des activités en matière politique sur ces applications. Et puis, plus tard, les nouveaux documents ont été produits parce que la CDN est un document stratégique qui oriente la formulation dans les autres documents. Et j'essaie à tout moment donc, de raconter cette histoire. Merci infiniment, docteur Ali. Et merci pour toutes les questions. J'ai peur de ne pas pouvoir prendre les autres questions. Dans tous les cas, ce sera tout pour les questions-réponses. Merci pour cette discussion, ces réponses. J'espère que la discussion d'aujourd'hui a été très utile aux différents participants. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à la dernière session de notre réunion. J'ai l'honneur d'inviter M. Ronan Kuniv, qui est l'adjoint le chef de mission adjoint donc, de l'ambassade d'Irlande au Vietnam. Monsieur, vous avez la parole. Est-ce que je suis visible et audible? Oui, vous l'êtes. Bonsoir, mesdames et messieurs, depuis Hanoï, au Vietnam. Comme vous l'avez appris, mon nom est Ronan Cuniff. Je suis l'agent au chef de mission à l'ambassade d'Irlande à Hanoï. C'est un grand honneur que de représenter l'ambassade à la clôture de cet atelier mondial. Ce fut une grande opportunité que de partager des expériences et nous avons entendu des exemples très intéressants et des idées remarquables, que ce soit donc l'ADB, notamment pour les systèmes de résilience et au Bangladesh, dans l'intégration de la nutrition dans les contributions déterminées nationales pour vers donc les modèles pratiques de l'Éthiopie et d'Ouganda. Un message clair a été sorti au fur et à mesure que je vais les discussions et cela s'aligne au point de vue de l'Iran sur la question. C'est le lien genre climat et nutrition qui n'est pas qu'un cadre conceptuel. C'est c'est un appel urgent à l'action. Et je peux vous dire que c'est là qu'on est la ligne de mire, donc dans la ligne de mire des interventions de l'Irlande pour cibler les communautés dans des circonstances très volatiles. Et pour les rendre, lutter contre la famine, la malnutrition à travers l'aspect de la durabilité est essentiel à notre politique. Notre stratégie vise à instaurer un monde meilleur, ce qui nous invite à pouvoir mener davantage d'interventions. Et le type d'approche abordée ici est au cœur de ce travail que nous faisons. Nous croyons que la bonne nutrition ne saurait exister sans un système alimentaire résilient. Et il n'y a pas de système d'alimentation résiliente sans participation égale et équitable des femmes et des hommes. Et cela reflète le type de partenariat que nous, l'ambassade, avons conclu dans le sud-est d'Asie, notamment l'autonomisation économique des minorités, des femmes issues de minorités ethniques au Vietnam, au Cambodge, entre autres, hein, pour renforcer les moyens de subsistance et à travers nos partenariats agroalimentaires au Vietnam. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir ces partenaires dans la transformation des systèmes alimentaires pour en faire des systèmes transparents, responsables et durables. Je tiens ici à exprimer ma gratitude et l'appréciation donc de l'ambassade à notre partenaire FHI 360 qui représente euh, qui est présent donc au Vietnam. Merci de votre leadership dans l'élaboration d'un programme mondial pour la mise à l'échelle des organisations de la société civile dans le domaine de l'alimentation. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir transformer ces éléments complexes à un outil pratique et en mettre en place une communauté de pratique mondiale est un travail remarquable. Je pense qu'il est très important de souligner que ce webinaire fait partie d'une série d'événements d'apprentissage qui pourraient donner lieu
à la réunion des représentants de 20 pays qui se réuniront au Vietnam sous les auspices donc, du ministère de l'Agriculture et de la Nutrition. L'ambassade se réjouit d'avance de vous retrouver ici. Et ce sera une très grande occasion de pouvoir apprendre sur la façon dont l'on peut assurer, faire en sorte que donc, la coordination multisectorielle puisse faire avancer la transformation des systèmes alimentaires durables et éco-responsable. Je tiens à remercier le programme Alliance et FHI 360. J'espère que euh, les liens établis aujourd'hui et les idées qui ont été disséminées vous permettront à pouvoir poursuivre votre travail. L'Irlande reste un partenaire fier à vos côtés dans ce parcours vers un avenir où chaque enfant et chaque femme est bien nourri et euh, dans une planète saine et durable. Merci à tous et à toutes. Merci infiniment, M. Kelnif, pour ces réflexions remarquables et vos propos de clôture. Et en conclusion, aujourd'hui, je tiens encore une fois à vous remercier d'avoir partagé votre expérience, vos points de vue et remercier tous les participants de votre participation active. Nous allons partager l'enregistrement ainsi que les documents et ressources utilisés dans cette session et nous allons continuer euh, ce parcours d'apprentissage avec vous tous et vous toutes. Merci infiniment et bonne suite de journée à tous et à toutes. Merci. Merci et on se retrouve à la prochaine.